colleagues for your participation. Okay, it's telling us it's recording. Uh-oh. Uh-oh. It's okay, Mary. Everything's okay. We can hear you. You can C'est hear bon, me? on peut toujours t'entendre. Thank you. Merci. Colleagues, for your participation Donc, in je last vous remercie, week's chers social collègues, engagement group. d'avoir participé au lancement officiel de notre groupe la semaine Person dernière. to Il était si bon de celebrate pouvoir se at the same réunir en time personne mark our pour célébrer 1-year officiellement le anniversary. lancement et marquer en même temps Today, notre we're very premier fortunate to be joined by anniversaire. one of the Aujourd'hui, nous avons la chance experts d'être in climate rejoints change, par l'un des plus grands experts mondiaux en matière de changement climatique, le Dr. Catherine Hayhoe. Et le Dr. Catherine Hayhoe est une Canadienne, est une scientifique canadienne spécialiste de l'atmosphère et professeure de sciences politiques à la Texas Tech University. Il est la scientifique en chef de The Nature Conservancy et comprend l'importance, bien évidemment, de la communication sur le climat. On va apprendre beaucoup plus là-dessus du Dr. Hayhoe. Il est également l'auteur de Saving Us, a Climate Scientist's Case for Hope and Healing in a Divided World. Aujourd'hui, nous aurons une présentation de Dr. Hayhoe suivie d'une période de questions et réponses modérée par le sénateur Kutcher. Je vous cède la parole maintenant, Dr. Hayhoe. Merci encore de vous joindre à nous. Et aujourd'hui, nous sommes très impatients d'entendre ce que vous avez à partager avec nous. Dr. Hayhoe, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, j'aimerais commencer par vous raconter un petit peu comment je me suis trouvé dans ce sujet du changement climatique et pourquoi je passe toutes mes journées et mes nuits parfois, voilà le bouquin que j'ai écrit il y a 1 an, à parler aux gens du changement climatique. Donc, je viens de Etobicoke, de Toronto, et j'ai grandi, quand je grandissais, je m'intéressais beaucoup aux sciences. Je n'avais pas de choix parce que mon père, il enseignait les sciences. Et en fait, quand il a pris sa retraite, il était le coordinateur de sciences pour le réseau d'écoles publiques à Toronto. Donc, j'étais bien placé. Donc, j'étais très curieuse pour savoir pourquoi le ciel était bleu ou bien comment les plantes absorbent l'eau ou bien pourquoi il y a des variations de peau entre les animaux. Donc, je m'intéressais toujours aux sciences, mais la plus intéressante pour moi, c'était d'apprendre sur les choses que l'on n'avait pas eu la chance de voir avant de développer des télescopes plus puissants. Vous savez de quoi je parle parce qu'on a le télescope James Webb qui a été lancé récemment et vous avez certainement vu les photos qui nous arrivent de ce télescope. Donc, c'est des photos qui n'étaient pas justement disponibles. Donc, c'était émerveillant. Je savais également que j'ai voulu changer les choses et aider les gens. Mais je me disais que je n'ai pas vraiment de talent ou bien dans les domaines de développement économique ou bien la médecine. Donc, alors, moi, je peux essayer de faire comprendre aux gens comment le monde fonctionne. Et parce que c'est un sujet réel qui impacte les gens tous les jours. Donc, j'étais sur le point de terminer mes études à l'Université de Toronto à étudier physique et astronomie et j'avais besoin de prendre un autre cours, donc un cours obligatoire. Et voici un argument pour ces cours obligatoires d'ailleurs. Donc, j'avais déjà mon degré mineur en espagnol parce que j'ai passé quelques années dans l'Amérique du Sud et j'ai décidé de prendre un cours sur le changement climatique. Donc, je me suis dit que ça avait l'air intéressant et je pense que dans le curriculum d'Ontario, c'était pendant la 10e année, on nous apprenait que sur le changement climatique, perte de la biodiversité. Donc, j'avais déjà un intérêt, mais je me suis dit que les scientifiques climatiques comme David Suzuki et autres vont régler le problème. On peut regarder leurs documentaires et ça sera bon. Mais quand j'ai pris ce cours, j'ai appris pour la première fois l'urgence du changement climatique. Et ce n'est pas un enjeu pour l'avenir, c'était déjà un enjeu qui nous impactait et qui nous impacte encore plus aujourd'hui. On peut tous pointer le doigt à quelque chose ou bien à une région du monde où le changement climatique a fait des réels impacts sur les gens ou bien les régions que l'on aime.
Et j'ai appris également que ce n'est pas seulement un enjeu environnemental, c'est un enjeu environnemental, mais parmi d'autres, et c'est un problème de santé, c'est un problème d'eau, c'est un problème de nourriture, c'est un problème économique. Et c'est un problème également de pauvreté, c'est un problème de la biodiversité. Cela impacte presque tous les aspects de notre vie. Et en fait, c'est un problème, c'est un enjeu des êtres humains, c'est un problème humanitaire. Quand je me suis rendu compte de cela, j'ai vu que j'avais en fait les talents, ou bien je me suis trouvé là-dedans en tout cas, mais j'avais quand même des compétences et des connaissances pour étudier les impacts des humains sur la planète, l'impact qu'on a déjà eu, mais plus importantement, l'impact qu'on aura dans l'avenir, dépendamment des choix qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est un choix qui nous est disponible. Donc, je me suis dit qu'il faut faire tout ce qui est possible pour parler de cela, pour régler cela. C'est urgent, il faut régler ça dès que possible. Donc, ça, il y a à peu près 25 ans. C'est dans le passé. Mais depuis, on a appris beaucoup de choses. Est-ce que vous avez une question? Allez. Non? OK, d'accord. Je vais en fait faire de petites pauses à quelques endroits pour vous laisser justement la parole si vous avez des questions. Mais d'abord, je vais commencer par vous parler pourquoi le changement climatique est important pour nous. Donc, tout ce que j'ai appris, je continue à apprendre, c'est sur ce point parce que c'est le fondement. Il faut d'abord comprendre pourquoi c'est important parce que parfois on se dit c'est important pour une telle raison pour moi, mais ça doit être important pour tous les autres pour la même raison, on se dit parfois. Mais ce n'est pas exactement comme ça parce que tout le monde a des priorités différentes, de valeurs différentes, des choses qui sont euh, au premier rang de leur liste d'importance, si vous voulez. Mais parfois, les gens n'ont pas vraiment établi la connexion entre ce qui se trouve au premier rang de leur liste et le changement climatique. Donc, je vais commencer par là. Je vais commencer à partager mon écran. Est-ce que vous pouvez m'autoriser pour que je puisse commencer à partager mon écran? Je pense que vous devez m'autoriser pour faire cela. Oui, on est en train de faire ça justement. Okay. There we go. All right. OK, Let me just share ça y here. est. D'accord, je partage mon écran. Donc, la chose la plus importante que j'ai appris, c'est que ce n'est pas vraiment une question de sauver la planète. Et très souvent, on utilise ces mots. Les gens parlent de ce qu'on peut faire pour sauver la planète, des choses qu'on peut faire avec la famille pour sauver la planète, les choses les plus importantes qu'il faut faire pour sauver la planète. Mais voici pourquoi ce n'est pas vraiment vrai. Parce que d'abord, la planète va continuer à orbiter autour du Soleil longtemps après qu'on n'est plus là, en fait. C'est pas vraiment sauver la planète, mais c'est sauver plutôt les êtres humains, les animaux et tous les autres avec qui sont présents sur la planète. Donc, c'est un conflit faux entre les humains et la planète, entre l'économie ou bien l'environnement, entre l'action climatique ou bien le futur de la race humaine ou bien des sociétés humaines. Mais la réalité, c'est que la planète peut survivre sans nous. Nous, on ne peut pas survivre sans la planète. Quand on analyse la science, de savoir comment cela nous impacte, on voit qu'il y a une couche des gaz à effet de serre qui capte en fait la chaleur. Donc, cette couche de plus, ça a des impacts négatifs sur l'eau, ça augmente la contamination des eaux, il y a des manques d'eau partout dans le monde, donc ça complique vraiment la vie sur cette planète. Et cela impacte également l'air que nous avons. Donc, respirer dans la pollution qui est causée par les
carburant à base de fossiles et qui vient du charbon, du pétrole, et cela est responsable de 10 millions de morts prématurées à travers le monde chaque année. C'est double les morts causées par le COVID, en fait. Et puis, on a également l'impact de la planète qui se réchauffe sur les nourritures que nous mangeons. Il y a des niveaux montants de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cela veut dire que les plantes poussent plus rapidement, mais avec moins de nutriments. Donc, dans des pays comme le Canada, où les gens ils ont accès aux vitamines, etc., ce n'est pas vraiment très, très grave en ce moment, mais si vous partez dans un pays pas très développé et qu'il n'y a pas accès à la nourriture propre, donc vous voyez comme résultat, on a des inondations, des vagues de chaleur qui impactent également les nourritures qui existent. Billion Années dollars 80, 5 milliards de dollars américains en récolte ont été perdus par année à cause des extrêmes climatiques. Et ensuite, il y a aussi le fait que nos infrastructures, les routes, les bâtiments, nos systèmes d'aqueduc, les chaînes d'approvisionnement, les réseaux électriques, tout ça, en fait, est construit pour une planète qui n'existe plus. Nos conditions sur cette planète changent plus rapidement qu'à tout autre moment de l'histoire des humains sur cette planète. Et c'est la raison pour laquelle c'est important. Il ne s'agit pas de sauver la planète, il s'agit de nous sauver. La plus grande façon que je vois en tant que scientifique, cette couche supplémentaire qui nous affecte aujourd'hui, c'est l'impact que cela a aussi sur les extrêmes météorologiques. Si on remonte dans l'histoire de la planète, nous savons qu'il y a toujours eu des sécheresses, toujours des feux de forêt, des tempêtes, des vagues de chaleur. C'est normal pour la planète. Mais alors que la planète se réchauffe d'une décennie à l'autre, les choses empirent. Peu importe où on vit, il semblerait qu'il y ait des dés naturels du climat et bon, on a toujours une chance d'avoir 2 fois 6. En fait, j'ai connu des histoires de l'ouragan Hazel. Nous savions qu'il y avait des ouragans au Canada avant. Nous savions que les feux de forêt font partie de notre ville. Dans le nord et dans l'ouest, nous savons qu'il y a des inondations, des vagues de chaleur. Mais nous savons aussi qu'alors que la planète se réchauffe, c'est comme si tout d'un coup, cela prenait un chiffre sur notre dé pour en faire un 6 et encore 6 et en plus 7. Et on se demande, mais comment cela se peut-il? Aux États-Unis, cet été, les États-Unis ont eu 5 événements d'inondation qui ne se produisent que tous les 1000 ans en 5 semaines. Comment ça peut se passer? C'est parce que les changements climatiques font en sorte que les dés sont contre nous et on le voit partout dans le monde. Les vagues de chaleur dévastatrices et les incendies dévastateurs que nous avons vus en Colombie-Britannique l'été dernier, en fait, la science nous a montré que nous avons 150 fois plus de chances que cela se produise à cause des dés climatiques. En fait, les sécheresses sont pires à cause des vagues de chaleur. Les ouragans qu'on a vus au cours des 2 dernières semaines, Fiona, par exemple, qui est arrivée jusqu'à Terre-Neuve, c'est la tempête extra-tropicale la plus forte pour avoir frappé le Canada. Nos données scientifiques nous ont déjà montré que les pluies, par exemple, que nous avons reçues ne se seraient pas passées sans le changement. Et Harvey, c'était 40 lorsqu'il a frappé Houston au Texas. Et nous voyons aussi comment ces extrêmes exacerbent aussi des États échoués et des sociétés vulnérables. Alors, voici une histoire de l'année dernière. On parle d'Afghanistan. Et bon, bien sûr, en Afghanistan, les problèmes, bien sûr, sont surtout d'ordre politique. Et le changement climatique, en fait, est un multiplicateur de la menace. Donc, le fait que certaines parties de l'Afghanistan se sont réchauffées 20 fois plus que la moyenne générale et qu'il y a moins de pluie le printemps et qu'il y a plus de sécheresse plus souvent, ce qui se passe, c'est que les effets du réchauffement, en fait, agit comme une menace qui se multiplie, en fait. Il y a plus de conflits autour de l'eau. Les gens perdent leur emploi dans une nation où les gens vivent surtout d'agriculture. Et comme un professeur d'hydrologie qui étudie l'eau a dit,
La guerre, en fait, a exacerbé les impacts des changements climatiques parce que pendant 10 ans, plus de 50 du budget, en fait, est alloué à la guerre. Maintenant, il n'y a plus de gouvernement et le futur est incertain. La situation actuelle est sans espoir. Nous voyons ces impacts un peu partout dans le monde. Et ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils nous affectent tous, mais ils ne nous affectent pas tous de la même façon. Les changements climatiques ont un impact sur chacun d'entre nous, mais pas de façon égale. Les gens qui ont fait le moins pour contribuer au problème sont les plus vulnérables et en fait, ça affecte tous les aspects de leur vie. Alors, lorsque je parle de climat, vous ne pensez peut-être pas que le changement climatique est un problème d'infrastructure, mais c'est le cas parce que nos infrastructures ont été construites pour des conditions qui n'existent plus. Peut-être que vous ne pensez pas non plus que c'est un problème économique, mais cela cause déjà des milliards de dollars en dommages. Regardez les dommages assurés des extrêmes météorologiques au Canada et aux États-Unis. On arrive déjà à des milliards de dollars supplémentaires. Les changements climatiques sont un problème énergétique parce que cela affecte l'approvisionnement et la demande en énergie. J'ai déjà mentionné que c'est un problème d'eau, comment cela affecte nos ressources naturelles et notre santé. Cela affecte notre alimentation, notre biodiversité et les efforts de conservation. Et les changements climatiques, c'est une question de justice et d'équité parce que cela nous affecte tous, mais cela ne nous affecte pas tous de la même façon. Ceux d'entre nous, en fait, les gens qui sont déjà marginalisés, les gens qui sont déjà désavantagés, les gens qui souffrent déjà d'inégalités socio-économiques, raciales, de genre, tous ces personnes-là sont affectées par ces impacts parce qu'ils sont déjà les plus vulnérables. Alors, peu importe ce qui vous intéresse, on voit quelque chose ici, finalement, qui est lié directement au climat. Et pour moi, personnellement, ce qui m'a frappé lorsque j'ai suivi ce cours à l'Université de Toronto il y a longtemps, c'est que les changements climatiques sont injustes. Si injustes. Nous voyons que les 50 des personnes les plus pauvres dans le monde sont responsables de 7 du problème. Et le pourcent le plus riche, en fait, sont responsables de 15. En fait, le chiffre a augmenté, c'est plus de 20 maintenant. Et si on retourne, on renverse, voici ceux qui sont responsables, ceux qui causent les gaz qui piègent la chaleur. Et lorsqu'on regarde qui est exposé à ces impacts, nous voyons que tout d'abord, les gens qui ne sont pas responsables, mais qui ont juste été nés au cours des dernières années, sont ceux qui vont souffrir des impacts des choix que les gens ont faits. Alors ça, c'est qu'on compare l'exposition aux extrêmes pour ceux qui sont nés il y a 3 ans et ceux qui sont nés dans les années 60. Et on voit que tout le monde, les couleurs, partout, les couleurs sont plus foncées, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui sont exposées. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en Irlande. Bon, ça serait peut-être intéressant de regarder, mais il y a plus de personnes qui sont exposées à l'avenir. Et même lorsqu'on regarde aujourd'hui, pour des gens qui sont nés dans la même année, les gens dans les pays à faible revenu sont beaucoup plus exposés que ceux qui sont nés dans les pays à des revenus plus élevés. La Somalie, les pays en Afrique, dans le sud-est de l'Asie. Il y a l'Australie ici qui a les feux de forêt, les sécheresses, les vagues de chaleur et les cyclones. Et ensuite, il y a les États-Unis. C'est quoi? C'est au 15e rang, je pense, mais ah voilà, le Canada. Nous sommes tout à fait en bas, tout à fait en bas. Mais nous venons de souffrir nous-mêmes aussi de l'ouragan Fiona. Au Malawi, ils, ils ont banni le mariage des enfants et il y a eu une augmentation. Mais au cours des 2, 3 dernières années, les mariages des enfants ont augmenté. Il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui le démontrent, mais lorsque les gens vont dans les villages et on pose la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se produit? La réponse qu'ils obtiennent, c'est nous n'avions rien à manger. La sécheresse. Donc, tout ça s'est amplifié, exacerbé. C'est plus dévastateur à cause du climat qui change et ça affecte les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Donc, les gens n'ont pas d'autre choix. Mais la science montre aussi qu'au niveau mondial, en fait, l'écart s'agrandit entre les pays les plus riches et les plus pauvres. Ça a déjà augmenté de 25 depuis les années 60. Donc, par rapport au changement climatique, ça nous affecte tous, mais pas de façon égale. Les femmes et les enfants, plus particulièrement dans les pays à faible revenu, des communautés autochtones qui ont déjà perdu leurs droits et leurs terres et leur souveraineté dans beaucoup de cas.
les quartiers à faible revenu. Alors, on peut penser que c'est un problème des États-Unis, mais non, nous voyons ça aussi dans les quartiers à faible revenu dans nos grandes villes ici au Canada. Ce sont ceux qui sont le plus affectés par les changements climatiques. Ce que j'ai réalisé, c'est que de se soucier des changements climatiques, on n'a pas besoin d'être membre du Parti vert libéral, du NPD ou d'autres membres d'un autre parti. Vous ne devez pas nécessairement vivre au Canada, en Argentine, en Californie. On n'a pas besoin d'être âgé d'un certain âge ou d'avoir certaines croyances. Pour se soucier des changements climatiques, il faut être une chose. Et en fait, c'est d'être un être humain qui vit sur cette planète. Parce que si nous le sommes, nous avons toutes les raisons du monde de nous en soucier, parce qu'il ne s'agit pas de sauver la planète, mais de nous sauver nous. Je vais m'arrêter ici avant de vous parler de comment nous parlons de ce sujet dans un monde polarisé. Je vais m'arrêter ici et vous demander s'il y a des questions par rapport à la science, les effets, l'impact, des questions que vous vous posez par rapport à ce que ça signifie pour vous ou pour le Canada. Sénatrice Galvez et sénateur Thank you. Quill. Allez-y. Merci, merci. Docteur, comme vous, je suis scientifique et je pense que nous avons certainement lu les mêmes documents, le même rapport du GIEC et nous en arrivons à la même conclusion. Il y a des solutions, il y a des technologies, il y a des politiques et en tant que sénateur, nous avons des boîtes à outils que nous pouvons utiliser et mettre en œuvre pour atténuer, pour stopper, pour nous adapter à ce que vous avez dit, à savoir une planète qui a déjà changé. Les changements climatiques, restent, en fait, existent et ont des impacts sur tout le monde, partout. Donc, ce que j'aimerais savoir, où est-ce qu'on commence, selon vous? Si vous étiez à notre place, où devrions-nous commencer pour accélérer la décarbonisation de notre économie et pour avoir un mode de vie plus durable? Merci. En fait, c'est une très bonne question et c'est en fait exactement la prochaine question à poser parce que, comme vous l'avez dit, nous avons lu les mêmes choses et on arrive à la même conclusion. Et c'est ce que je voulais mentionner ensuite. Mais j'aimerais quand même vous donner une réponse courte parce que c'est vraiment très important. Je me suis posé cette question depuis que j'ai réalisé l'ampleur de la question. Et d'abord, je me suis dit, bon, les gens ne sont pas au courant des faits, mais ensuite, j'ai réalisé, non, c'est pas suffisant, c'est pas ça qui va changer les esprits. Et ensuite, je me suis dit, bon, les gens doivent comprendre comment ça les affecte et c'est important. Mais ça encore, c'est pas suffisant si les gens ne savent pas quoi faire. Ensuite, on peut commencer à parler de ce qu'il faut faire et les gens se disent où vous pouvez commencer à mettre en œuvre ce que vous devez faire. Par exemple, un prix sur le carbone, des politiques plus sages, à avoir des incitatifs pour le transport en commun, pour les réseaux électriques, pour les véhicules électriques, l'adaptation. Mais il y a vraiment une chose que j'ai réalisée que nous manquons. En fait, c'est le catalyseur. Le catalyseur au changement dans la société humaine, c'est lorsqu'on en parle, lorsqu'on communique les uns avec les autres. Parce qu'on peut avoir les meilleures idées dans le monde, les meilleures politiques dans le monde, les meilleures solutions dans le monde, mais si nous n'avons pas mis toutes les pièces ensemble et expliqué pourquoi c'est important pour nous tous et comment nous pouvons tous en bénéficier, nous ne pourrons pas faire enclencher ce processus. Et donc, lorsqu'on m'a demandé de faire une présentation sur TAC, je me suis dit, je vais le faire, je veux avoir un discours sur ce qui est le plus important. On a déjà des discours sur les véhicules électriques, sur les régimes alimentaires végétariens, mais en tant qu'individu, peu importe qui nous sommes, que nous soyons des sénateurs, scientifiques ou les deux, ou qu'on soit juste un parent qui amène son enfant à l'école ou un médecin, un éducateur ou un voisin, peu importe qui nous sommes. Lorsqu'on utilise nos voix, c'est la façon dont nous pouvons catalyser le changement là où nous sommes, parce que nous faisons tous partie d'un système qui est plus grand que nous. Alors, j'ai des affiches qui disent, voilà, voilà comment vous avez économisé sur les taxes sur la carbone, ou voilà les incitatifs, ou voici ce que vous pouvez faire pour ceci, voilà ce qui est disponible pour les entreprises. Je communiquerai toutes les solutions que nous avons.
voilà ce que nous avons déjà, voilà ce que nous faisons déjà, voilà ce que nous voulons faire ensuite, voilà ce que nous pourrions faire si nous avions du soutien. Il faut communiquer pourquoi c'est important et ce que nous pouvons faire pour régler le problème. Voilà vraiment les deux choses les plus importantes dans, le cadre qui nous mènera vers un meilleur avenir. Très souvent, on parle de ce qu'il faut échapper, mais en fait, on ne dit pas l'objectif que nous devons atteindre ensemble, parce qu'en fin de compte, nous voulons tous un meilleur avenir. Peu importe de quel côté où on vit, pour qui on a voté lors des élections, d'où viennent nos parents, nous voulons tous un meilleur avenir. Et si nous pouvons commencer avec ce meilleur avenir et peut-être visualiser aussi à quoi ressemble ce meilleur avenir pour nous, je pense qu'on serait sans doute d'accord sur beaucoup de ces points. Peut-être pas tous, mais beaucoup. Et ensuite, on peut décider qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver. Et ça change complètement la conversation. Mais bon, je voulais vous donner cette réponse. Alors, Sénateur Quinn et Sénateur Jeff, et ensuite, vous allez pouvoir poursuivre. Thank you very much, Dr. Hale. This is Merci beaucoup, Dr. Hale. C'est la présentation utilisant un langage simple, le langage le plus simple que j'ai jamais vu. Et ma question sera la suivante. Vous avez justement démontré qu'il s'agit d'un sujet global, pas limité au Canada, les États-Unis ou ailleurs. Et puis, on a nos pays, les associations qui introduisent des plans, des projets, etc. Mais voir cette information, c'est comme si qu'on passe notre temps à faire de petites choses, mais le changement climatique s'empire. Est-ce que nous avons une chance? Est-ce qu'on a la chance de bricoler, de continuer à bricoler, si vous voulez, si on veut se sauver? Oui, c'est en fait la question que je recherche et j'essaie de voir ce qui va se passer dépendamment des choix qu'on fait. Donc, cette idée d'expérimenter, qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Qu'est-ce qui se passe si on bricole? Qu'est-ce qui se passe si on commence lentement mais on accélère? Et qu'est-ce qui se passe si on y va de toute force? Et la différence, c'est que c'est en fait l'enjeu ici, c'est l'avenir de la civilisation humaine telle qu'on la connaît. Donc, si on fait rien, si on continue simplement de bricoler, nos systèmes vont se désintégrer, nos systèmes d'aqueduc, systèmes d'électricité, nos infrastructures. On commence déjà à voir le début, en fait, de cette désintégration et le changement climatique, c'est pas la seule raison. On a eu la COVID, on a eu des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, on a des problèmes de logement. Mais si on fait tout ce qui est possible, et même si on commence lentement, mais on accélère, après, on peut toujours maintenir notre civilisation avec beaucoup d'adaptation. Et voilà l'importance de l'adaptation. Il y a des rapports, une série de rapports qui va sortir sur l'adaptation au Canada. Donc, ça doit s'appliquer aux autres pays également. Et la conférence sur le climat en novembre également se penchera sur cette question parce que dans les pays qui n'ont rien fait pour causer les problèmes, ils sont obligés maintenant de s'adapter. Mais si on fait tout ce qui est possible et puis on accélère les efforts, on peut toujours se sauver. C'est pourquoi je lutte si fort. Je pense que vous êtes en surligne. Oui, bien sûr. Sénatrice Gerber, vous avez la parole. La dernière pour cette section. Vous avez la parole. Merci, sénateur Kutcher, et merci à notre conférencière. C'est vraiment, comme l'a dit notre collègue, le sénateur Quinn, c'est vraiment beaucoup d'informations qui nous permettent de voir effectivement que c'est un problème global et qui est vécu de façon inéquitable et de façon très disproportionnelle. Et ce que vous avez dit, docteur Eo, les pays qui sont les moins pollueurs sont ceux qui écopent le plus. Je prends le cas des pays africains.
où les problèmes climatiques sont devenus invivables, les solutions sont devenues coûteuses et pourtant ils polluent à peine 2 ou 3% ils produisent à peine 2 ou 3% des effets. Alors, quelle est la solution équitable qui pourrait s'appliquer à ces pays-là? Comment on pourrait aider ces pays-là à atteindre une certaine résilience parce qu'ils sont vraiment en train de subir et ça s'aggrave aujourd'hui avec les problèmes de la guerre à l'Ukraine et la crise alimentaire qu'ils subissent, l'augmentation du coût des engrais et tout. Comment on peut les aider? Parce que c'est une question de vie pour ces pays-là. Comment on peut les aider? Merci. Thank you so much, and thank you for speaking so slowly and clearly so I could Merci understand. beaucoup et merci d'avoir parlé très lentement. J'ai pu comprendre tout ce que vous avez dit. Donc, vous avez en fait posé la question primordiale. Comment est-ce qu'on aide les pays et les personnes qui ont fait le moins pour contribuer au problème, mais ils écopent des conséquences? C'est une question d'éthique parce que c'est injuste, c'est pas équitable, mais c'est une question pratique également. Parce que où vont-ils aller, ces gens, quand il y a des désastres qui s'intensifient dans l'endroit où ils vivent? Plusieurs conflits sont basés sur les ressources, mais les gens sont déplacés. Ils sont obligés de quitter leur maison et plusieurs gens, plein de gens sont arrivés au Canada et on les accepte parce que c'est notre identité canadienne, mais on peut regarder également des crises de réfugiés. Si on ne fait rien ou bien si on continue simplement de bricoler, on n'est pas capable d'absorber à un certain niveau des réfugiés. Donc, juste un exemple, 700 millions de gens vivent dans des endroits à élévation basse. Donc, 50% de la superficie du Bangladesh est utilisée pour cultiver du riz, mais tout ça, ça sera inondé. Et les gens veulent rester chez eux, chez elles. Donc, trouver refuge pour tout le monde au monde n'est pas possible, n'est pas pratique, n'est pas souhaitable. Donc, vous avez entendu parler de ça souvent, mais ce dont ces pays à revenus faibles ont besoin, c'est des carburants, c'est des hydrocarbures, parce que c'est ce qui nous a donné notre richesse, donc c'est ce qu'ils ont besoin. Mais quand on regarde dans le monde, on voit que la majorité des hydrocarbures, c'est l'Amérique du Nord, la Russie, en Chine, il y a du charbon, il y a de ces ressources au Moyen-Orient, et puis vous avez des pays comme le Venezuela et le delta du Niger, où ces hydrocarbures sont obtenus par des compagnies multinationales et sont fournis aux pays à revenus élevés. Donc, quand on dit que les pays à faible revenu ont besoin des hydrocarbures, ce n'est pas pour dire qu'ils doivent être dépendants sur ces ressources, comme nous sommes dépendants sur ces ressources, mais ils doivent les acheter de nous. Donc, ça va entraîner des dettes, des niveaux de dette encore plus importants et puis ça va nuire à leur économie. Donc, c'est comme si on donnait des cigarettes à des gens qui ne sont pas capables de cultiver du tabac. Donc, il faut innover sur les solutions d'énergie propre parce que l'électricité est vraiment très étroitement corrélée avec le bien-être humain. C'est pour cette raison que dans mon livre, vous connaissez peut-être Sénatrice Coyle, que je parle d'un programme Solar Sister qui se penche sur les femmes entrepreneurs en Afrique et qui utilisent l'énergie solaire. Et je parle également de l'agriculture régénératrice. Et il y a une association Nature United in Canada. Il y a également Nature Conservancy of Canada, mais Nature Conservancy, ça existe dans 80 pays
dans le monde, mais en tout cas, on travaille dans plusieurs pays de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Ouest sur cette agriculture régénératrice. Et je parle de cela également aux personnes au Canada, comment on peut utiliser la nature pour nous adapter, pour devenir plus résilients, pour ombrer nos maisons, pour nous protéger des impacts du changement climatique et pour produire plus d'alimentation et pour produire également de l'énergie. Donc, la solution, c'est vraiment d'investir. Donc, dans l'entente de Paris, on a des objectifs de réduction des émissions pour des pays comme le Canada, mais il y a également des objectifs de contribution au fonds du climat vert. Mais plusieurs pays ne l'ont pas fait. Même les États-Unis, sous président Obama, ont contribué seulement la moitié de ce qu'ils ont promis. Le Canada est l'un des pays qui a fait le plus, mais ce n'est pas seulement l'argent, c'est la connaissance, la technologie, l'investissement, l'éducation, les financements. Donc, ce que j'adore vraiment, c'est que Nature Conservancy, cette association est très créative. C'est un des NGO le plus important dans le monde, mais ils n'ont pas assez d'argent pour régler tous les problèmes. Donc, euh, ils sont les intermédiaires, en fait. Donc, autour du Barbade, il n'y a pas vraiment de protection marine. Donc, ils sont affectés par la pollution et puis les océans qui se réchauffent. Donc, ça impacte le tourisme, la pêche, les sources d'eau, etc. Donc, Nature Conservancy, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont établi le lien entre le pays et les financiers privés qui allaient restructurer la dette nationale pour leur sauver 50 millions de dollars en paiement d'intérêts. Et puis, ils ont utilisé le restant, les finances, pour protéger justement 30 des zones marines autour du pays. C'est très créatif. Je suis biaisé là-dedans, mais je pense que en tant que le Canada, nous avons la réputation d'être capable de travailler et de parler à tout le monde, avec tout le monde. On est des citoyens du monde et on a plusieurs leviers que l'on peut utiliser pour justement arriver aux ententes et travailler avec des partenaires de l'industrie, avec des entreprises, des financiers au niveau national également pour trouver des solutions justes. Et on a déjà une histoire, un passé d'avoir fait ce type d'effort, mais on peut toujours faire plus. Ça, c'est excellent. Allez-y, continuez, s'il vous plaît, Dr. Hayhoe. Je me désole parce qu'on a simplement, on a qu'une heure et demie au lieu d'avoir toute la journée avec vous, mais allez-y. Non, la prochaine fois, je serai très contente de passer plus de temps avec vous. J'ai en fait essayé de commencer un bulletin par courriel et chaque semaine, je donne aux jeunes en fait une bonne nouvelle marquée en vert et puis une nouvelle pas si bonne et c'est marqué en rouge. Et puis j'ai également une nouvelle colorée ou bien codée en bleu. Donc, continuons parce que je vais vous parler où on se trouve et comment on fait pour trouver des solutions efficaces. Alors, le problème que nous avons, c'est que le changement climatique a été très politisé et polarisé. Donc, Gallup aux États-Unis suit les niveaux d'inquiétude des gens sur le changement climatique. Et aux États-Unis, vous savez, il y a deux partis majeurs. Le rouge, c'est les démocrates et le bleu, c'est les conservateurs. Ou vice-versa, le démocrate et rouge républicain. L'année dernière, vous voyez 11 des républicains qui s'inquiétaient du changement climatique, mais on a atteint en fait un niveau record des démocrates qui s'inquiètent. Et quand vous regardez aux États-Unis, juste avant le début de la COVID, le changement climatique était, et depuis une décennie, était au rang premier des sujets d'inquiétude. Donc, républicains, démocrates, vous voyez en fait la barre en grise, c'est l'écart entre les deux. Donc, avec la COVID, voici le changement après une année. Le même chiffre, le même nombre, si vous voulez, mais les barres en gris, ce n'est pas utilisé de même. Ah, si, on utilise toujours les barres grises. Donc, après une année, on a Black Lives Matter et puis la COVID.
Donc, vous avez COVID et puis vous avez le changement climatique après la COVID. Vous pouvez dire, d'accord, c'est les États-Unis, mais regardons cette carte. S'il fallait deviner qu'est-ce que cette carte montre, quelle serait votre réponse? Alors, est-ce que c'est comment les gens ont voté dans les dernières élections? Peut-être, mais cette carte, en fait, vous montre les réponses des gens qui ont posé la question que êtes-vous d'accord que les hydrocarbures ont en fait entraîné cette couche supplémentaire autour de la planète et qui entraîne le changement climatique. Donc, on devient également politisé que les États-Unis. Si vous êtes intéressé, je peux partager le lien avec vous également. Donc, vous pouvez voir les niveaux par circonscription. C'est très intéressant. Alors, le thermomètre vous donne une réponse différente selon comment vous votez? Non, c'est pas ça. Il y a 30 ans de cela, les gens ne posaient même pas de questions sur la science. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans? Ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à voir le début des conséquences. On a commencé à voir les impacts du changement climatique il y a 30 ans de cela. On a commencé à avoir des vagues de chaleur, des feux de forêt, des ouragans plus forts, des sécheresses très importantes. Donc, les scientifiques comme Jim Hansen de la NASA, en fait, sont apparus devant le Congrès américain pour parler, pour dire que c'est justement le réchauffement climatique. Mon premier rapport dans les années 90 pour dire ce qui se passe maintenant. Et si quelque chose passe d'une question future à présente, on a besoin de solutions. Lorsqu'on a besoin de solutions, c'est là où la politique entre en jeu. Et c'est comme ça que les changements climatiques se sont devenus politisés lorsque les gens ont réalisé qu'ils avaient besoin de solutions. Et lorsque les plus grandes entreprises dans le monde, parce que 90 entreprises 9-0. 90 entreprises sont responsables pour 70 des émissions de carbone. Lorsque ces entreprises ont réalisé que leur modèle d'affaires était responsable du problème, ils ont décidé qu'ils allaient investir pour politiser la question parce qu'ils savaient que si ça devenait politisé, rien ne se passerait. Et c'est ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas que quelque chose se passe. Ils voulaient que rien ne se passe. Et lorsque vous voulez que rien ne se passe, ce que vous faites, c'est que vous en faites un problème sur lequel on ne peut jamais s'accorder et infliger aussi la crainte et les gens sont paralysés. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est la raison pour laquelle la question est si politisée. Alors, je pourrais parler encore toute une heure sur les raisons pourquoi cet enjeu est politisé, mais les gens avec le pouvoir et la richesse n'ont pas voulu régler le problème. Ils ont pris une décision délibérée. Il y a un documentaire qui s'appelle Les marchands du doute, Merchant of Doubts, qui parle exactement de ce qu'ils ont fait, qu'ils ont embauché, qui a payé, à qui ils ont parlé, comment ils ont façonné le message. Donc, les marchands du doute décrit exactement comment la question a été politisée et pourquoi cela a retardé les actions. Alors, comment peut-on surmonter le problème? Très souvent, nous pensons, et je reviens à ma diapositive, nous pensons que les gens doivent avoir plus peur. S'ils connaissaient les faits, s'ils savaient à quel point c'est grave, ils agiraient. Et en fait, j'ai une série YouTube qui s'appelle Global Weirding. En fait, le monde devient de plus en plus étrange et c'est ce qu'on voit lorsqu'on pense qu'on peut donner des faits, les gens vont agir. C'est pas ça. Et très souvent, ce que nous faisons, et nous, les scientifiques, nous sommes certainement les plus coupables parce qu'on partage plus de données qui font peur. Mais voilà le problème. Lorsque les gens ne comprennent pas à quel point c'est important pour eux et ce qu'on peut faire pour régler le problème, ils le rejettent encore davantage et cela résulte en inaction. Parce que c'est la façon dont nos cerveaux fonctionnent. Sally Sharot est neuroscientifique. Elle étudie le cerveau des gens. Elle n'est pas une climatologue, mais elle dit dans son livre, la crainte et l'anxiété vont faire en sorte que nous allons nous retirer, devenir paralysés et abandonnés plutôt que d'agir. Et donc, le climat change plus encore. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ce que nous devons faire, c'est de réaliser que ce n'est pas le monde comme il est. Bon, on pense que c'est moi, et bien, en fait, tous ceux qui... Et personne s'en soucie et ils ne veulent pas en parler. La réalité, lorsqu'on regarde les données, c'est
que la plupart des gens sont préoccupés. Plus de 75 des gens au Canada sont préoccupés. Plus de 86 des jeunes sont préoccupés. Et même les gens qui disent qu'ils ne sont pas préoccupés, très souvent, en fait, protestent trop. Ils sont très préoccupés, mais ils ne veulent pas régler le problème. C'est pour ça qu'ils protestent. Et il n'y a que très peu de gens qui sont actifs. Et ça, c'est l'écart qu'on a. Ce n'est pas entre ceux qui sont et ne sont pas préoccupés. Le plus grand écart, c'est entre ceux qui sont préoccupés et ceux qui sont activés. Et c'est un paradigme très, très différent. Il y a une matrice très aidante que le programme Yale utilise pour diviser les gens en 6 catégories différentes. Et je ne parle pas de ceux qui rejettent. Alors, bien sûr, il y a des gens qui rejettent les faits au Canada et je peux vous dire que je reçois des courriels, des appels téléphoniques, des messages de Twitter tous les jours. Ils sont très, très beaucoup sur les médias sociaux, mais ils ne sont que 8 sauf au Canada, sans doute, qui votent pour le Parti populaire du Canada. Je pense qu'il y a une corrélation très forte, mais tous les autres ne le sont pas. Peut-être qu'ils doutent, peut-être qu'ils sont désengagés, peut-être qu'ils sont prudents, mais ils ne rejettent pas. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir une conversation sur des choses importantes. Pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème? Parce que c'est ça qui répond finalement aux 2 questions les plus importantes que les gens se posent. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est important pour eux et ils ne savent pas quoi faire pour régler le problème. Alors, on parle ici de distance psychologique. On voit les choses comme étant très loin dans le temps, dans l'espace, abstrait plutôt que d'être concret, pas vraiment pertinent par rapport à nos préoccupations primaires. En fait, je l'ai vu lorsque j'ai parlé à un groupe de personnes au Iowa il y a quelques mois. Je parlais de la raison pourquoi c'est important. Ils disaient, oui, oui, c'est parfait, mais j'ai une question. Comment est-ce que je peux dire ou expliquer par rapport aux ours blancs, ouais, à moins que vous ayez une population secrète d'ours polaires en Iowa, vous ne le faites pas. Il faut leur parler de ce qui est important pour eux. Au Iowa, on peut parler des inondations. À Toronto, on peut parler d'inondations. En Colombie-Britannique, on peut parler d'inondations. On peut parler aussi d'incendies, de feux de forêt partout dans le nord de l'Ontario. On peut parler aussi des niveaux de l'eau qui augmentent à Halifax, à Vancouver. On peut parler des vagues de chaleur. Moi, j'ai grandi dans une maison où on n'avait pas d'air climatisé. On dormait dans la cave, au sous-sol. Mais maintenant, en fait, tout le monde installe des airs climatisés, même dans les chalets où les gens, en fait, allaient pour se sauver de la chaleur. En fait, on peut parler de l'ouragan Fiona, on peut parler aussi des gens itinérants dans les rues de Halifax qui n'ont nulle part où aller lorsqu'il y a des catastrophes. On peut parler aussi de tous ceux qui ont été touchés par les tempêtes. On peut parler de ce qui est important là où on vit, même si ça affecte tout le monde, partout dans le monde. Nous devons essayer de trouver ce qui préoccupe les gens. Est-ce que c'est l'agriculture? On peut lier les changements climatiques à l'agriculture. Est-ce que c'est la santé de vos enfants, les chaînes d'approvisionnement, l'économie, la sécurité nationale, les forêts, les pêches? Qu'est-ce qui vous importe? Peu importe ce qui importe pour les gens, les changements climatiques affectent leurs préoccupations. Il faut juste connecter les points et ce qui lie. Mais ce n'est que la première moitié. La deuxième moitié, c'est que nous devons parler de solutions. Nous devons parler des solutions et à quoi ils ressemblent et comment nous pouvons faire la différence. Et c'est là où, en fait, les choses sont amusantes parce qu'on peut vraiment commencer à parler à quoi ressemblerait l'avenir meilleur. On peut parler du fait qu'il y a des solutions. Très souvent, les gens sont surpris, en fait, d'apprendre que nous mettons déjà en œuvre ces solutions aujourd'hui. Très souvent, ils pensent qu'on ne fait rien. Mais lorsqu'ils apprennent qu'il y a vraiment des solutions réelles qui existent, c'est là où les gens vraiment commencent à être excités. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on parle de ce qu'on fait. Il faut qu'on parle des solutions et à quoi ils ressemblent. Et je vais vous exposer ces solutions dans quelques instants et nous aurons peut-être à la fin encore un petit peu de temps pour les questions. Si vous deviez en fait mettre les solutions dans 3 paniers, il faut cesser d'émettre du carbone dans l'atmosphère, il faut enlever le carbone de l'atmosphère et il faut renforcer la résilience. Voilà les 3 choses qu'il nous faut faire. À quoi est-ce que ça ressemble? Donc, cesser d'émettre du carbone dans l'atmosphère. En fait, ce qui est peut-être surprenant, c'est l'efficacité. Nous gaspillons plus de 50 de l'énergie que nous produisons et les aliments que nous produisons également.
En fait, grâce à l'efficacité, on pourrait sauver beaucoup d'argent, on pourrait fournir de l'alimentation et de l'énergie à ceux qui en ont besoin. Il y a de l'énergie propre, mais aussi au niveau de l'agriculture et de la distribution, il y a des changements comportementaux. Donc, les gens n'ont peut-être pas besoin d'autant d'énergie qui coûte de l'argent pour se rendre là où ils veulent aller, pour chauffer leur maison, etc. J'aime beaucoup le fait qu'il y a une organisation qui s'appelle Project Drawdown, qui en fait propose 100 solutions différentes au changement climatique. Et il nous montre certaines de ces solutions au niveau de l'efficacité, par exemple, réduire la quantité d'énergie dont nous avons besoin. Mais il faut également, bien sûr, parler des solutions climatiques qui remplacent les combustibles fossiles avec l'énergie propre, pas seulement au Canada, mais dans les pays partout dans le monde, des pays qui n'ont pas les ressources énergétiques dont nous disposons. Nous avons beaucoup de chance avec nos ressources énergétiques. Nous pouvons parler aussi de choses que nous pouvons faire pour utiliser mieux nos terres. En fait, c'est un agriculteur à l'île du Prince-Édouard qui a découvert que, de- en fait, on pouvait réduire de 82 les émissions de gaz à effet de serre en donnant des algues comme fourrage aux vaches. En fait, aussi réduire nos besoins en énergie, par exemple, lorsque les gens travaillaient à la maison, mais en achetant des grandes autos, c'est l'autre côté de la médaille. Alors voilà, il y a aussi les gaz qui sont relâchés dans l'atmosphère. Et il y a des technologies qui existent, qui sont incroyables, qui enlèvent en fait le carbone de l'atmosphère, qui s'appelle photosynthèse. Travailler avec la nature, c'est incroyable. Planter des arbres, oui, bien sûr, il faut planter des arbres. Mais ce n'est pas seulement les arbres, c'est les terres humides, les terres et les fermes. Les agriculteurs peuvent être des héros et remettre le carbone dans le sol, là où on le veut, plutôt que dans l'atmosphère. Project Drawdown a différentes solutions que vous pouvez regarder. Je vais le mettre dans le clavardage. C'est vraiment très facile. Drawdown.org. Alors, ils ont une liste assez intéressante de solutions. Et ensuite, il y a beaucoup d'avantages pour notre santé, nos aliments, l'eau, pour l'air, mais nous devons également renforcer la résilience parce que, comme nous l'avons déjà dit, nous savons que nous sommes déjà affectés par les changements climatiques. Et ça, c'est le troisième élément. Et on ne peut pas le négliger. Donc, le troisième élément, c'est de renforcer ou de bâtir cette résilience, aider les gens à se préparer, à s'adapter et de regarder vers l'avant, à l'avenir et pas dans le passé, pas dans le miroir. Alors que le climat change, nous allons être préparés et être résilients. Et j'aime beaucoup les différentes façons, que ce soit notre environnement, l'adaptation technologique, travailler avec la nature pour aider aussi la façon dont nos systèmes et dont nos réseaux sociaux, nos villes planifient et fonctionnent et s'adaptent. Il y a tellement d'exemples aussi, c'est très, très excitant. Par exemple, verdir les quartiers à faible revenu et les infrastructures aussi pour l'eau, planter des arbres dans l'Afrique subsaharienne, dans les champs, afin que les gens soient en mesure de planter plus d'aliments et d'être plus résistants aux sécheresses. J'aime beaucoup parler de ce que je fais, de ce que font mes collègues, de ce que les villes font. J'aime parler de ce que nous faisons en tant que pays. J'aime beaucoup parler aussi de ce que les entreprises font et de ce que les églises font. Et lorsqu'on regarde ce qui arrive, on se dit, bon, les changements climatiques, c'est pas vraiment un gros rocher avec quelques mains. En fait, c'est déjà dans la bonne direction. Il y a déjà des millions de mains qui poussent ce rocher. Il faut juste agir plus rapidement. Et comment le fait-on? Le catalyseur, c'est lorsque nous utilisons nos voix pour aider les gens à voir pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème, qu'ils ajoutent leurs mains à ce rocher et qu'ils aident à pousser. Merci. Je dois dire que c'était tout simplement incroyable et je suis certain que je parle au nom de tous nos collègues pour vous remercier. Merci, merci beaucoup. C'était merveilleux. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment de temps. Nous ne serons pas en mesure de vous poser des questions, mais Dr. Hale, si vous voulez partager vos diapositives avec nous, nous allons nous assurer de les distribuer à tous nos membres et Amy, en fait, a mis les liens aussi déjà dans la boîte de clavardage. Nous allons nous assurer de préparer une trousse d'informations pour tous. Vous nous avez galvanisés. Nous sommes sortis de notre léthargie et je dirais que, en fait, c'était même mieux que mon café.
Et c'est vraiment... j'ai beaucoup aimé comment vous avez recadré la question, cet enjeu. Les changements climatiques, ça nous concerne. Il s'agit vraiment d'une question qui concerne toute l'humanité. Et ça m'amène à penser qu'une grande partie de ce qui fait en sorte que nous sommes des humains, c'est la façon dont nous nous soutenons, dont nous connectons les uns avec les autres, que ce soit un voisin qui est à côté de nous au Sénat ou que ce soit un voisin dans un village où j'ai travaillé, à Malawi, en Tanzanie, où j'ai travaillé longtemps. Peu importe qui est notre voisin, c'est important de s'en soucier. Notre tâche en tant que sénateur, bien sûr, c'est de considérer comment nous, en tant qu'individus et en tant que collectif, nous pouvons réaliser les étapes nécessaires et les travaux nécessaires dans la Chambre haute. Alors, merci beaucoup. Si nous vous recontactons, ne soyez pas surprises. Et j'aimerais également remercier tout notre personnel qui a organisé cet événement, les interprètes et toutes les personnes qui ont travaillé en arrière-scène afin que nous puissions participer à cette session excellente. Ceci dit, nous allons maintenant clore notre session et nous allons vouloir certainement poursuivre la conversation un peu plus tard. Merci encore. Merci. C'était tout à fait remarquable.